Merci d'assister à cette deuxième matinée de la semaine du bois énergie. Alors on vient de voir avec l'atelier qui vient de se dérouler, on vient de voir les aspects technico-économiques, administratifs, juridiques, contractuels, des projets bois énergie et maintenant, nous allons pouvoir nous intéresser pendant 1 heure et demie aux problématiques de financement et voir notamment comment on peut y impliquer les acteurs du territoire. Alors on sera en compagnie de Heidi Final qui est, présidente Forest ENR, de Frédéric Basoli, qui, est chargé de projet collectivités et professionnels à la toute nouvelle agence locale de l'énergie et du climat de la métropole du Rhône. Hem, on sera avec aussi Jacques Villevieille qui est directeur de R43 et Benoît Febvre, directeur du pôle énergie au syndicat, des énergies de l'Allier. Alors moi, je suis Nelly Lafaille, chargée de mission chaleur renouvelable à l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je vais me permettre de débuter l'atelier en reprécisant un petit peu ce qu'on entend par financement et puis en présentant rapidement les subventions mobilisables pour ce type de projet. Effectivement, alors comment je passe les diapos? On va y arriver. Voilà. Effectivement, le financement des projets bois reste une difficulté aujourd'hui et donc ça constitue un des freins à la massification des chaufferies bois, avec évidemment, comme autre frein, principal, le coût des énergies fossiles qui reste bas. Alors, quand on parle de financement, on cherche déjà à savoir qui porte le financement. Et alors ça dépend du type de projet. On a déjà bien, parlé tout à l'heure, des projets de chaufferie dédiés qui sont différents des projets de réseau de chaleur. Ça va dépendre aussi de la nature du maître d'ouvrage. Même chose, on en a suffisamment discuté tout à l'heure, mais entre une collectivité territoriale qui exerce soit sa compétence, soit une compétence qu'on lui a transférée, soit ça peut être un maître d'ouvrage public, autre, par exemple un bailleur ou une entreprise privée et puis ça va dépendre du mode de gestion retenu. Donc on les a aussi présentés, les DSP, les régies directes, est-ce qu'il y a ou pas vente de chaleur? Est-ce que c'est dans le cadre d'un marché de partenariat ou dans un cadre de contrat de droit privé plus classique? Alors, qu'est-ce qu'il faut financer? Il faut financer d'abord, au début, les études de projet, et éventuellement l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui va venir, tout le long du projet, mais qui va déjà démarrer au moment où on se pose la question de le faire ou de ne pas le faire. Ensuite, une fois que la décision est prise et qu'on a, spécifiquement en fait l'investissement à faire, on va devoir financer la maîtrise d'œuvre, financer des études spécifiques, études de structure, études de sol et cetera. Financer évidemment les équipements, c'est la plus grosse partie de l'investissement et financer tout ce qui tourne autour, le contrôle technique, sécurité. Et pour cela, eh ben, on aura des frais supplémentaires, que sont les frais financiers, les intérêts intercalaires, le préfinancement des subventions, les frais de dossier, divers, des avances de TVA et cetera et cetera. Alors, comment est-ce qu'on peut couvrir ces besoins de financement? C'est un peu la question qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, tout de suite, la 1re chose qui nous vient en tête, c'est les aides publiques. Alors, il y en a plusieurs types, mais, on va principalement parler de celles de l'ADEME, de celles des conseils régionaux et conseils départementaux. Il y a aussi les fonds européens. Puis j'ai mis les certificats d'économie d'énergie dans ce petit pavé-là, mais, avec une autre police puisque ce ne sont pas des aides publiques à l'investissement. Ce sont bien, des privés qui distribuent cet argent, mais ils y sont obligés par la loi et donc, ça rentre un petit peu dans le champ des aides publiques à l'investissement. Mais on couvre aussi ces besoins de financement, avec des fonds propres, hein, et donc, le capital, il est apporté, bah, par le porteur du projet, mais il peut aussi être apporté par des tiers investisseurs. On pense souvent à la Caisse des dépôts. On voit de plus en plus, des projets qui se financent avec du financement participatif et il faut distinguer à la f les dons, des actions et puis, on va aller voir la banque ou les banques, quand les fonds propres ne sont pas suffisants ou quand c'est plus intéressant d'aller se faire, financer avec de la dette et donc on va distinguer là, par contre, les emprunts bancaires, des banques qui soient, privées classiques ou, la Banque des territoires, c'est le même, fonctionnement. Des dettes juniors qui sont en fait des obligations, avec des tiers financeurs dont c'est finalement la spécialité ou, un autre type de financement participatif, de prêt, voilà.
Donc on a bien 3 sujets en fait quand on parle de financement de projet, projet bois énergie comme tout autre projet finalement. Alors, je me suis permis de reprendre cette, petite diapo d'amorce qui, je trouve explique parfaitement, la différence et les différents niveaux d'implication qu'on peut avoir en fonction de là où on intervient quand on apporte de l'argent. Et donc vous voyez, de gauche à droite une flèche, qui va, à gauche indiquer que, les gens qui apporteront un prêt à ce moment-là n'auront aucune gouvernance dans le projet et plus on va aller vers la droite, plus ces personnes, vont être impliquées dans la gouvernance du projet. Et donc on voit, pour des projets qui sont portés soit par des citoyens, soit par des collectivités, soit par, un groupement des 2, que, la dette finalement, les prêts, le crowdfunding, les obligations, arrivent une fois que le projet est déjà décidé et que, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a aucune prise de décision par les gens qui prêtent de l'argent. Au niveau des dons, même chose, une fois qu'on a décidé d'aider ce projet-là, on n'a plus aucun mot à dire. Et après, quand on rentre dans les financements en capitaux propres, en fonction du type, de structure dans lequel on va investir, on va avoir une part plus ou moins importante sur la gouvernance. Alors, heu, j'avais dit que j'allais un petit peu plus détailler les subventions, je vais quand même aller vite, hein. L'intérêt c'est, que nos 4 témoins, nous expliquent un petit peu comment eux, ils pour leur projet, ça s'est mis en œuvre. Néanmoins, je voulais rappeler quand même, une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'une subvention en fait c'est interdit. Attribuer une subvention, c'est contraire au principe de libre concurrence qui est acté dans les traités européens. Donc, les subventions qu'on peut se voir attribuer, c'est à chaque fois une exception qui est accordée, alors dans notre cas aujourd'hui, principalement au titre de la protection de l'environnement. L'Europe autorise d'autres exceptions. Et donc, comme c'est une exception à cette règle de libre concurrence, cette subvention doit se conformer à des encadrements communautaires. Alors, souvent peuvent attribuer des subventions les collectivités territoriales, suivant leurs compétences. L'Europe, alors qui n'attribue pas directement, mais qui s'appuie sur des structures intermédiaires. Ben, on sait par exemple ici que c'est le conseil régional qui va distribuer le FEDER. Il y a quelques années, la DRAF distribuait une partie du FEADER, etc., etc. On a l'État, je vais le détailler plus loin, et puis on a ce mécanisme des certificats d'économie d'énergie que je ne détaillerai pas, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, peut se rapprocher à de la subvention. Alors, en ce qui concerne l'État, on en parlait tout à l'heure, il y a eu une petite question là-dessus. L'État peut attribuer des subventions à des projets bois énergie à différents titres. Il peut considérer que ce projet-là nécessite une subvention ou peut obtenir une subvention parce qu'il est innovant, parce qu'il concourt au développement local ou parce qu'il rentre dans le cadre d'un programme spécifique. Et dans ce cas-là, ces aides, elles sont attribuées soit par les organismes déconcentrés de l'État, elles sont attribuées par les organismes déconcentrés de l'État qui vont être la préfecture, la DRAF, la Directe, avec l'aide des DDT. Et ces subventions, bah, c'est des sigles qu'on voit beaucoup, mais dont on ne sait pas trop à quoi ils correspondent, que sont la DESIL, la DETR, la DESID, le FNADT, donc qui sont en fait des dotations, ces dotations pour l'investissement local, pour les territoires ruraux, pour les départements, ou le FNADT, c'est le Fonds national de développement des territoires. Voilà, donc les projets bois énergie peuvent, en fonction des critères, hein, toucher ce type de subvention, mais ils ne le toucheront pas parce qu'ils sont des projets de bois énergie, ils le toucheront parce qu'ils sont des projets de développement local, par exemple. Ensuite, les subventions de l'État, on les connaît aussi beaucoup parce qu'elles touchent à la production d'électricité renouvelable. J'en parle un tout petit peu ce matin parce qu'il y a des projets bois qui peuvent être des projets de cogénération, donc faire à la fois de l'électricité et de la chaleur. Mais le tarif d'achat réglementé ou les appels d'offres creux qui nous permettaient d'aider les projets de cogénération de bois ces dernières années ne sont plus aujourd'hui d'actualité pour le bois. Et donc, si vous avez un projet qui prévoit de produire à la fois de l'électricité et de la chaleur,
il faut vous tourner vers les aides destinées à la chaleur, désormais. Voilà, et les aides destinées à la chaleur, l'État a choisi de les faire gérer par l'ADEME, et ce fonds s'appelle le fonds chaleur. Alors, les subventions des collectivités, elles sont spécifiques à chaque collectivité. Il y a certains conseils départementaux, par exemple, qui attribuent des aides aux projets de bois énergie, pas tous. C'est compliqué pour les conseils départementaux, sachant que leurs compétences se sont vues réduites. Et donc souvent, en fait, c'est aussi au titre du développement local que ces aides sont attribuées. Et la principale collectivité qui attribue des aides aujourd'hui dans la région pour les projets bois énergie, c'est le conseil régional. Et donc, il fonctionne par des appels à projets avec un correspondant contact dans chaque département à la direction environnement du conseil régional, donc qui sera votre conseiller pour demander l'aide. Une plateforme de dépôt de demande d'aide en ligne. Et ces aides concernent les petits et moyens projets bois qui ont ou pas un réseau de chaleur. Voilà. Le fonds chaleur. Alors le fonds chaleur, c'est plus de 2 milliards d'euros distribués depuis 2009 par l'ADEME, qui est gestionnaire du fonds. Donc c'est un des enfants du Grenelle de l'environnement, le fonds chaleur. Aujourd'hui, c'est 350 millions d'euros par an. Et a priori, ça devrait rester 350 millions pour les années qui viennent. Pour demander une aide à l'ADEME, depuis 15 jours, il faut aller sur la nouvelle plateforme qui s'appelle agirpourlatransition.adem.fr. Le fonds chaleur, en fait, c'est 3 choses. C'est d'abord un appel pour le bois énergie. Pour les projets de bois énergie, c'est 3 choses. C'est d'abord un appel à projet national qu'on appelle BCIAT, bois, chaleur, industrie, agriculture tertiaire, pour les installations de bois énergie qu'on qualifie de industrielles et qui sont supérieures à 12 000 MWh sorties chaudière bois par an. Donc les énormes projets bois, ils émargent un appel à projet national. Ensuite, le deuxième type de soutien du fonds chaleur, c'est les appels à projets régionaux, qu'on appelle Aura Bois et Aura Réseau chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui concernent, eux, les projets d'installation des collectivités et les projets industriels, mais plus petits, qui sont supérieurs à 1200 MWh sorties chaudière bois par an. Suivant si le projet est moyen ou gros, l'aide sera soit forfaitaire, soit calculée selon une analyse économique. Et puis, c'est un troisième type d'aide qu'on a expérimenté ces 3 dernières années et qu'on massifie depuis cette année, dont vous commencez à entendre parler un petit peu partout. Ce sont les contrats de développement de la chaleur renouvelable, qu'on appelait les COT, qui sont de 3 types. Les contrats patrimoniaux, qui vont concerner en fait des grappes de projets, mais qui sont portés par un seul maître d'ouvrage, et dont la somme de ces petits projets dépasse 1200 MWh. Mais ça peut être des petits et moyens projets. Hein. Il faut juste que la somme des projets dépasse 1200 MWh, mais on peut en avoir des beaucoup plus gros. Ça va être des contrats de développement territoriaux. Alors même chose, l'idée c'est de partir sur des grappes de projets, mais eux sont portés par des maîtres d'ouvrage différents. Et ces maîtres d'ouvrage sont animés par un opérateur territorial qui est finalement la collectivité. Et puis, ces 2 types de contrats ont un objectif qu'ils doivent atteindre à la fin des 3 ans. L'objectif pour l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de couvrir 80% du territoire par ces contrats en 2022. Donc on va vraiment chercher à les déployer. Je me suis permis de détailler un tout petit peu plus les contrats de développement territoriaux, parce que on va en parler un petit peu après, mais on parlera aussi des contrats patrimoniaux. Pour bien faire la différence, l'ADEME va contractualiser avec un EPCI, donc une communauté d'agglomération, une métropole, et le bénéficiaire final de l'aide, ce sera bien le maître d'ouvrage qui va investir dans son projet de bois énergie. Donc ça peut être un camping, ça peut être une commune, ou ça peut être la communauté d'agglomération elle-même. Ce territoire, dans mon exemple la communauté d'agglomération, va s'engager à produire l'équivalent de 100 kWh par habitant
en 2026 dans ce contrat. Et le contrat, il est multi-énergique, c'est-à-dire qu'on va aller aider évidemment les projets bois énergie, mais on va aussi demander à ce qu'il y ait des projets solaires thermiques ou des projets de pompe à chaleur dans la grappe de projet. Et donc, on va chercher à aller toucher tous les types de porteurs de projets, donc que ce soit les entreprises, les associations ou les collectivités, les bailleurs, etc. Et l'intérêt de ce contrat de développement territorial des énergies, c'est que en plus des aides aux porteurs de projets final, donc des aides à l'investissement et aux études, l'ADEME attribue une aide pour le programme d'animation qui est porté par le territoire. Et donc, ma communauté d'agglomération va animer, coordonner, prospecter, accompagner les porteurs de projets, suivre l'avancée des projets. Elle sera aussi le garant de la qualité des installations, et pour cela, l'ADEME va apporter une aide, alors qui est forfaitaire en fonction de la taille de la collectivité et puis d'un certain nombre de bonus en fonction du projet, 200 000 à 275 000 € pour 3 ans. Sachant que c'est un contrat d'objectifs, et donc si les objectifs ne sont pas atteints, l'intégralité de l'aide à l'animation ne sera pas versée. On a une part fixe et une part variable. Voilà, et l'aide aux investissements, aux études, aux porteurs de projets finaux, elle est versée par le PCI, puisque l'ADEME lui délègue une partie du fonds chaleur. Voilà. Les contrats de développement ne concernent que les aides forfaitaires. C'est-à-dire que pour les gros projets, ceux qui sont supérieurs à 12 000 MWh bois, ils restent instruits par l'ADEME, en dehors de ces contrats. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre peut-être une question sur ces subventions, et puis de passer la parole à Eddy Chinal juste après. Nicolas, est-ce que tu peux me dire s'il y a des questions pendant que je change de PowerPoint? Oui, pour l'instant, j'ai pas de questions. Peut-être que je peux t'en poser une, moi. Dans le déploiement des contrats d'objectifs territoriaux pour les collectivités, comment est-ce que vous allez procéder? Est-ce que c'est par un appel à manifestation un- auprès des collectivités, des territoires? Alors, on ne fera pas d'appel à manifestation d'intérêt, ou tout du moins ce n'est pas prévu pour l'année 2020 ou début de l'année 2021. On va aller soit répondre à la demande, soit on va commencer, et comme je le fais un peu aujourd'hui, à présenter le dispositif. On va notamment organiser des webinaires à l'automne. Et puis les collectivités ou les territoires intéressés me contactent. Pour le moment, on en est là. D'accord, Si on est noyé sous les sollicitations, on mettra peut-être quelque chose d'un peu plus cadré en œuvre, mais a priori, on devrait s'en sortir comme ça. d'accord. Je pose une autre question en attendant que d'autres se manifestent. Est-ce que le, l'attribution de financement au forfait est, est, toujours, reste, enfin, toujours d'actualité, si j'ai bien compris, alors que bon, on voit les prix des énergies conventionnelles qui diminuent. Est-ce que ça a été un peu analysé, voilà, sur la capacité du coup des maîtres d'ouvrage à équilibrer leur projet? Alors, les aides au forfait, pour ce qui concerne le bois énergie, ont été modifiées début 2020. Et notamment, on a rajouté une tranche sur les petits projets. Et cette tranche permet d'aider considérablement plus notamment les petits projets, petits moyens. Très bien. Suite au printemps qu'on vient de passer, on se pose des questions sur la nécessité ou pas de modifier ces forfaits. C'est pas encore arbitré. Très bien. Voilà. Mais les nouveaux forfaits 2020 sont beaucoup plus intéressants que
que les forfaits 2019 pour ce qui concerne le bois énergie. Bon, ben voilà, du coup, il y a des questions qui arrivent. Je continue donc. Le critère de 100 kWh par habitant est-il le même qu'on soit dans une configuration de territoire plutôt rural ou plutôt urbain? Oui, alors et puis comment est-ce qu'il a été déterminé? Alors il a été déterminé par les collègues du national sur des hypothèses à partir de la PPE. Voilà. Bon, l'idée c'est surtout qu'on se donne un horizon, hein, et que ce soit pas un horizon inatteignable. Voilà. Et oui, on a fait une différence entre l'urbain et le rural. Je voulais pas détailler pour les grosses communes ou pour les communes qui disposent déjà d'un réseau de chaleur vertueux. On est un peu plus souple sur ce critère. Voilà, je pourrais détailler. D'accord. Et une question de Nathalie Noël de l'ASDR. Qui fait une très belle transition. Voilà, Et, je te laisse la et lire. ben, on est justement en train de parler de contrat patrimonial avec Edifinal. Et puis on aura tout à l'heure Jacques Villevieille d'R43 qui lui est déjà titulaire d'un contrat patrimonial, donc ils pourront expliquer tout ça. Et si Eddy est là, je vais lui passer la parole. Normalement, vous voyez l'écran. Eh bien, je suis là, bonjour. Parfait. Alors, Eddy, vous avez monté les premières chaufferies bois citoyennes de notre région, en Haute-Savoie et en Isère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre modèle permet non seulement aux citoyens de s'approprier leur production de chaleur, mais également aux territoires et aux collectivités de s'impliquer dans la gouvernance? Ok, bonjour. Vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendez bien? On vous entend. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire défiler tout ça. Donc, pour vous présenter dans un premier temps ce qu'est Forestener et puis ensuite des exemples pour traiter les sujets de notre webinaire. Alors, la démarche de Forestener, elle s'appuie sur à la fois un constat et une vision. Le constat, c'est que la transition énergétique, c'est ici, maintenant, vite, et qu'elle doit être portée par les acteurs du territoire. Or, ces acteurs, c'est des collectivités, des citoyens, des entreprises, et qu'il est bien évidemment fondamental qu'il y ait des cadres nationaux et européens pour fixer des objectifs et obliger un peu les choses, mais voilà. Mais on a besoin que tout le monde se mobilise et on a aussi une volonté grandissante des citoyens notamment de s'impliquer dans des projets de territoire et de reprendre un peu en main le secteur énergétique, puisque nous avons grandi dans un pays où globalement on nous disait qu'on pouvait dormir tranquille parce que de grands acteurs s'occupaient de tout. Force est de constater qu'ils se sont occupés d'un certain nombre de choses, mais pas complètement de tout. Puisque aujourd'hui, voilà, on a un taux d'ENR au niveau national qui est bien loin, ne serait-ce que des objectifs européens dont je parle. Donc, l'idée, c'est d'apporter une solution clé en main à des gestionnaires de patrimoine de façon à leur faciliter la vie et aider à ce que des projets puissent se réaliser concrètement en levant un certain nombre de freins. Et donc, la démarche forestière s'appuie sur deux choses. Cette solution clé en main, on parle de projets de petite moyenne puissance, c'est-à-dire qu'on va parler de projets entre 300 et 2000 MWh par an. Et l'autre pied, c'est une implication des citoyens à la fois dans le financement et la gouvernance. On passe à la slide suivante. Voilà, donc Forestener, c'est né il y a 3 ans, au départ avec 4 acteurs, 2 des spécialistes du bois énergie, donc un bureau d'études EPOS, qui est basé en Savoie, et un constructeur-distributeur de chaudières bois Argasner, qui apporte une offre technique qui est bien dans la gamme de projets que je vous ai parlé, c'est-à-dire des chaudières bois globalement entre 200 kg et 700 kg. Et puis, 2 autres acteurs qui sont spécialisés dans le financement et la gouvernance citoyenne des ENR, qui sont
énergie partagée. Donc, énergie partagée, c'est un outil national qui a été créé il y a 10 ans, qui s'appuie lui aussi sur 2 pieds. Un qui qui accompagne l'émergence de projets citoyens, donc une association, et puis un outil financier qui a collecté 23 millions d'euros et qui a investi dans 70 projets, avec ces projets devant répondre à une charte qui précise notamment voilà, ces aspects gouvernance. Les citoyens et les collectivités doivent avoir la majorité des droits de vote, une finalité non purement spéculative et une dimension sensibilisation très forte. Et puis, Enercop Auvergne-Rhône-Alpes, qui est connu comme étant un fournisseur-producteur plutôt d'électricité renouvelable, mais qui s'intéresse également à la chaleur. N'oublions jamais que la chaleur, c'est de 40% des besoins d'énergie en France, soit quasiment le double de l'électricité. Donc ça, c'était ceux du départ. Dans une société, il y a toujours des gens un peu au départ. Et puis, l'idée de Forestener, c'est de faire ensemble. Et donc, viennent au capital de Forestener, au fur et à mesure des projets, les acteurs et partenaires de ces projets. Et donc, on a un autre acteur citoyen qui est arrivé, qui est Énergie Citoyenne, qui était, on va dire, une sorte de centrale villageoise sur l'agglo de Grenoble. C'est une centrale urbaine, mais qui avait déjà fait une douzaine de projets photovoltaïques, qui a dans son capital à la fois Énergie Partagée et Enercop, et donc on est des cousins, frères, sœurs, comme vous voulez, et qui donc eux faisaient déjà l'animation citoyenne à l'échelle de l'agglomération grenobloise. Et donc comme on a fait, vous le verrez, des projets sur cet agglo, l'idée ça a été de dire vous allez rester l'interlocuteur des citoyens, et Énergie Citoyenne rentre au capital de Forestener et on mène ensemble les projets bois énergie. Donc on voit que l'ensemble des structures voilà, qui collectent de l'épargne citoyenne et qui mobilisent les citoyens, ça représente plus de 45%. On a ensuite des collectivités qui sont arrivées au fur et à mesure. Donc, on a les communes dans lesquelles on a fait des projets qui sont Lucinge, Sassenage qui est en Chartreuse, l'agglo de la métropole Grenoble-Alpes-Métropole, le PNR de Chartreuse. Ça fait environ 25%. Et puis, on a les 2 entreprises du départ. Et donc, ce que je dis souvent, c'est que Forestener est un outil public-privé citoyen. Et donc, à travers ça, et on est quelques-uns et on espère qu'on sera encore plus nombreux à l'échelle nationale. Jacques interviendra peu après là. Donc, il y a plusieurs structures de ce type-là qui se mettent en place au niveau national. Et ce que l'on souhaite aussi, en complémentarité avec d'autres opérateurs qui interviennent sur des plus gros projets, on n'est absolument pas dans une logique de concurrence ou de défiance, mais on est complémentaires, c'est de se dire aussi, on structure un autre type d'opérateur auquel, fondamentalement, on croit. Voilà, donc comment ça se déroule? Donc, alors je vais passer vite sur les aspects contractuels parce que vous en avez déjà vu, il faut plus les voir en termes de trame. Bon, la première étape, c'est une étude de faisabilité que nous, Forestener, faisons, bien sûr gratuitement, qui nous permet de juger de la pertinence d'un projet. Alors, on va généralement intervenir lorsqu'il y a eu déjà une préfesa ou une faisabilité qui a été faite et donc un porteur de projet potentiel qui se dit « Ouh là là, moi je ne vais pas arriver à porter ça tout seul, c'est trop gros pour moi. » Voilà. Donc, on a plusieurs typologies de projets avec différents contrats et plutôt des montages de projets. Je vais plutôt citer sur les contrats qui peuvent être faits. Au premier cas de figure, on vous en a déjà parlé, il y a soit une chaufferie dédiée, soit une chaufferie pour plusieurs bâtiments d'un même gestionnaire. Alors, la chaufferie dédiée, ça peut être dans un EHPAD, une piscine couverte, un IME, plusieurs bâtiments, ça peut être à plusieurs bâtiments communaux. Il se trouve que c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on est intervenu. Ça pourrait être plusieurs bâtiments également d'un bailleur social, par exemple. Bon, si cet acteur relève du Code des marchés publics, il va devoir lancer une consultation.
Et dans ces cas-là, puisqu'il n'y a qu'un seul acheteur, c'est une consultation de fourniture de chaleur qui s'appuie sur un programme performantiel. En gros, qu'est-ce qui est dit là-dedans? C'est, voilà, j'ai un ou plusieurs bâtiments qui consomment tant, X mégawattheures par an pour le chauffage, pour l'eau chaude. Plus il y a de précision, mieux c'est. Et donc, voilà, s'il y a eu déjà une préétude, voire une étude, c'est très bien. Il fixe des objectifs en matière de taux d'énergie renouvelable, 100% ou 80 ou 90%. On peut ou pas récupérer une chaudière fuel au gaz qui existe déjà, qui pourra faire en un point un secours. La notion de secours étant obligatoire lorsqu'on a des bâtiments de type EHPAD ou hôpitaux. Il indique également où va être la chaufferie bois, est-ce qu'elle doit être construite, auquel cas il met à disposition un terrain et il dit où il est. Ça peut être également, on peut s'intégrer dans un bâtiment qui existe. S'il y a un réseau de chaleur technique, dans ces cas-là, par où il doit passer, il donne de fait son accord pour l'utilisation du domaine public, puisqu'il va falloir mettre des canalisations sous les voiries. Il fixe bien sûr des objectifs en matière d'émissions particulières, le type de combustible bois, du granulé, de la plaquette forestière, est-ce que je veux du déchet d'emballage ou je n'en veux pas. Il peut donner des indications en matière de rayon d'approvisionnement, le type d'exploitation, enfin en tout cas et surtout les engagements qui vont avec, notamment une intervention en moins de 2 heures, 4 heures, on peut préciser le type de gravité qui nécessite d'intervenir ou pas. Des indicateurs de performance qui doivent être suivis, ça fait le lien avec ce qu'on a vu précédemment, le suivi d'exploitation. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de suivre des indicateurs de performance, notamment des rendements des chaudières, du réseau de chaleur, le niveau de consommation, la qualité de service, donc le nombre de pannes et autres qu'il y a pu y avoir. Et donc, ça, on suit ça au mois le mois. Tous les 2 à 3 mois, on envoie ça un petit tableau au gestionnaire et 3 fois par an, on se rencontre. Voilà, donc ce sont les contrats d'une durée de 20 ans. Autre point qu'il peut bien évidemment rajouter, c'est son souhait de voir de la mobilisation citoyenne. Et donc, sur le modèle des appels à projets de la CRE sur l'électricité, on peut fixer des choses en matière de financement du projet, mais aussi de gouvernance. Et puis, si le gestionnaire ne relève pas du Code des marchés publics, c'est un contrat de fourniture de chaleur de droit privé qui, sur le fond, se rapproche, c'est quasiment la même chose, mais il n'y a pas de consultation avant. Donc, nous, comme tout opérateur privé, même si on est privé, public, citoyen, on a étudié, ça c'est notre risque, un dossier. Et la collectivité va lancer la collectivité, l'EHPAD ou je ne sais quoi, une consultation, on y répondra et il y a souvent d'autres personnes qui y répondent, sachant que dans ce cas-là, on le verra, il peut être accompagné soit par un bureau d'études, soit par d'autres types d'acteurs. Alors, voilà, dans ce cas-là, mais ça peut être aussi le cas de DSP ou autre, Forest-Honneur, c'est le maître d'ouvrage, en tout cas dans une fourniture de chaleur, c'est-à-dire que les installations nous appartiennent, c'est nous qui déposons les demandes de subvention, qui portons l'investissement, qui mettons en place et coordonnons un groupement d'entreprises pour répondre à la consultation. Au groupement d'entreprises, il y a… Là, il se trouve que dans Forest-Honneur, il y a un bureau d'études, un chaudiériste, mais il va falloir un maçon, il va falloir une entreprise de travaux publics, il faut un exploitant, il faut un fournisseur de combustible bois. Et donc, c'est souvent cette question, oui, mais au terme du contrat, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on a un contrat qui relève du Code des marchés publics, en fourniture de chaleur, le principe de base, c'est je démonte tout et je m'en vais. Voilà. On peut aussi imaginer comme c'est le cas lorsqu'il y a de la mise à disposition de toiture sur une centrale photovoltaïque, qu'il y ait d'autres choses. On peut la céder gratuitement au gestionnaire, on peut la céder pas gratuitement. À partir de là, il y a des acteurs qui s'assoient autour d'une table et qui discutent. On s'engage Forest-Honneur sur l'atteinte des performances. Je vous en cite quelques-unes là. Et donc, quand on dit qu'on s'engage sur les performances, ça fait le lien avec le prix de la chaleur ensuite.
c'est que bien, si par exemple, on a fait, nous, tous nos calculs pour déterminer le prix de la chaleur avec un taux de couverture bois de 92%, si on est en vrai à 85%, c'est tant pis pour nous, c'est-à-dire que le prix de la chaleur, pour celui qui l'achète, ne change pas. De la même manière, si nos rendements sont plus faibles, bah, ça ne change pas. Par contre, s'ils sont un peu meilleurs, bah, c'est notre sorte d'intéressement et bah, voilà, c'est notre petite carotte. Alors, la facture de chaleur, elle se fait en deux parties, un peu comme dans un réseau de chaleur. Il y a une partie variable qui est liée à la consommation et qui doit couvrir nos charges variables, c'est-à-dire l'achat de combustible bois, de éventuellement combustible d'appoint secours, du fioul, du gaz, de l'électricité pour faire tourner les pompes. Et puis, il y a une partie fixe qui correspond aux charges de maintenance et de financement des investissements. Il y a une formule de révision donc, qui reprend en fait cette formule de révision, la composition des charges. Donc, par exemple, sur le prix du bois, il y a un indice national de la plaquette forestière, un indice national du fioul, voilà, un indice national des charges de maintenance. Et donc, nous, quand on fait une offre, on précise toutes les charges qu'on va réellement avoir. Donc, l'intérêt, c'est que comme on a des entreprises en interne et qu'on essaye de travailler toujours avec les mêmes pour, ma foi, avoir un bon réseau et avoir l'habitude de travailler ensemble et d'être le plus efficace possible. Donc, ce ne sont pas des prix sortis du chapeau, mais on a pré-consulté en interne et on indique après que nous, on a une marge qui est de 4%, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un TRI projet plutôt de 4%, qui permet à la fois d'assurer un tout petit peu de fonds propres de l'entreprise forestière, mais aussi de rémunérer, puisqu'on va le voir, le financement, il se fait en partie par des citoyens. Voilà, un TRI projet de 4%, c'est plutôt un TRI petit, des opérateurs classiques qui sont plutôt aux alentours de 8%. Alors, pour illustrer ce type de projet, voilà, on a fait 3 projets comme ça, 2 sur la commune de Sassenage qui ont été mis en service fin 2019. Donc, il y en a un alors, qui sont faits en même temps. Hein, la commune, elle avait 2 projets. Donc, nous, on était allés au début la voir avec l'ALEC de Grenoble qui anime un contrat territorial tel que Nelly vous l'a présenté. Et donc, Grenoble-Alpes Métropole a confié une mission d'animation et Nelly a souligné un mot extrêmement important qui est celui de développement, c'est-à-dire que l'ALEC de Grenoble, leur objectif, c'est de développer et de réaliser des projets. Donc, ils font un vrai travail de développement, c'est-à-dire de prospection pure. Et donc, ils avaient identifié au départ, vous voyez là, le réseau de la Plaine des Sports, on a une piscine couverte, on va dire 2 gymnases et les services techniques municipaux. Ils avaient rencontré la commune qui a dit oui, c'est un projet qu'on avait bien identifié, mais nous, voilà, on a eu d'autres investissements, on ne peut pas le porter. Et à partir de là, elle leur a dit, voilà, il peut exister une solution de tiers investissement avec une dimension citoyenne. Est-ce que ça vous intéresse? À partir de là, elle nous a mis en contact et les choses se sont avancées. Donc là, on a 2 chaudières de 300 kg qui ont été implantées, on le voit là, dans la chaufferie du gymnase et on a collé contre un double conteneur qui fait le silo de la chaudière bois. Je n'ai pas insisté tout de suite, mais je le refais maintenant. Forestener, globalement, fait les projets que personne ne fait parce qu'ils sont petits, les opérateurs classiques ne viennent pas là-dessus, et donc on a une obligation, c'est d'ultra optimiser nos projets. On les optimise techniquement, économiquement, et c'est pour ça qu'on a un ensemble d'entreprises avec lesquelles on essaye de travailler le plus possible ensemble. Voilà. Donc, sur ce projet-là, on voit ce qui a pu être fait. C'était des solutions containers sur les deux. Là, l'autre, c'est un ensemble école et gymnase. Voilà, donc là, c'était assez simple. Un autre projet à Quai-en-Chartreuse, où là, Quai-en-Chartreuse, c'est une petite commune rurale. Ce que vous voyez, la photo, c'est quasiment tout le centre-bourg. Donc, ça donne une idée à peu près de la taille. Mais c'est un projet qui est complètement reproductible en zone rurale. On a toujours la mairie, la salle des fêtes, l'ancien presbytère et la maison des associations, en gros. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé récupérer la chaufferie de la salle des fêtes.
On a enlevé la chaudière fuel, on a mis une chaudière à granulés. On a récupéré, c'est le bâtiment que vous voyez un peu en haut à gauche. Sous les toits, il y avait le local ventilation, mais qui était très grand. Donc, on en a récupéré une partie pour faire le silo à granulés et on a tiré un petit réseau de 180 mètres. Et puis, dans un second temps, on a fait une petite branche privée pour aller desservir 2 maisons qui souhaitaient se raccorder. Alors, un autre cas de figure, c'est la commune de Vars, qui est également, les deux autres étaient sur l'agglo de Grenoble. Donc là, vous voyez, il y a un certain nombre de bâtiments communaux. Et sur ces bâtiments communaux, on en avait deux. Le gymnase, on en a deux d'ailleurs, le gymnase et la salle, on peut dire un peu médiathèque, centre culturel, crèche, qui sont en tout électrique. Donc, tout électrique, on ne peut pas les raccorder au réseau de chaleur. Et donc là, on a apporté une solution globale qui intègre les travaux de distribution hydraulique dans ces deux bâtiments, qui représentent 200 000 euros de travaux. Au global, ça fait 1 million d'euros. Je ne l'ai pas dit, Sassenage, les deux projets, c'était 1 million d'euros et qui en Chartreuse, c'était 250 000 euros. Et donc là, le contrat qui a été passé, c'est un contrat de concession. Donc, ce n'est pas une délégation de service public, puisqu'on dessert de la chaleur près des bâtiments communaux. Donc, c'est une concession de travaux et d'exploitation. Donc là, il y a eu une juriste qui a accompagné l'ALEC et la commune pour trouver le bon montage. Et donc, voilà, on a en charge l'ensemble de ces travaux qui commencent la semaine prochaine et avec une livraison de la chaleur en fin d'année. Donc, 2 fois 250 kg bois et on garde la chaudière du centre culturel qu'on voit derrière pour faire ça. Et puis, on a fait, pour faire la point secours. Et on a fait également une délégation de service public, la classique, sur la commune de Lucinge, où on avait un centre-bourg avec un certain nombre de bâtiments qui étaient raccordés, des bâtiments communaux, des copropriétés, des maisons individuelles, 2 entreprises. Et là, on a 2 chaudières bois et 600 kW de fuel. Et ça fonctionne depuis 2 ans avec de la plaquette forestière comme sur Sassenage et Quai en Chartreux Vars, qui sont fournis par des fournisseurs qui sont locaux. Sur l'agglo de Grenoble, c'est Apsra qui est un regroupement Rhône-Alpes de 11 producteurs de plaquettes forestières. Sur Lucinge, c'est un petit exploitant forestier qui est situé à une vingtaine de kilomètres de Lucinge. Voilà, donc là, vous voyez un certain nombre de choses sur Lucinge, le petit tracé du réseau. Là, on voit aussi, c'est un petit centre-bourg. Lucinge, c'est 1400 habitants. Voilà, les 2 chaudières bois, l'inauguration et puis la dimension citoyenne. On va y revenir après, mais là, elle s'est notamment faite par, vous voyez en haut à droite, les panneaux qui sont sur la chaufferie. On les voit derrière les gens là, de l'inauguration, qui ont été faits par les élèves de l'école qui est desservie par le réseau de chaleur. Donc, on a souvent ça, on va avoir ça aussi à Vars et à Sassenage, où les classes de CM1, CM2 qui ont toujours le thème développement durable, c'est un bon support de travail sur ce sujet. Et là, les 2 institutrices se sont particulièrement mobilisées. Il y a eu des visites le long en cours de chantier. On est intervenu et ça va être le cas sur Grenoble, Alpes Métropole, avec Énergie Citoyenne et l'ALEC dans les écoles sur 2 à 3 séances de 1 heure pour présenter tout ça. Alors, cette dimension citoyenne, je prends par exemple l'exemple de Sassenage. Bon, il y a 2 acteurs qui font cette animation citoyenne. Donc, Énergie partagée et Énergie citoyenne, qui est en quelque sorte la centrale villageoise locale. Donc, Énergie partagée, c'est une structure nationale qui est bien structurée en matière de communication. Donc, il y a un site internet que je vous invite à aller voir et qui, si vous tapez Forestener Sassenage, vous verrez qu'il y a une page dédiée qui explique toute une série de choses et qui a donc tout un réseau et qui mobilise ainsi pas mal de gens, plutôt à l'échelle nationale, et qui collecte de l'épargne ainsi. Et puis, par contre, Énergie citoyenne, qui elle, n'est gérée que par des bénévoles et qui ne s'intéresse qu'à l'agglomération grenobloise,
elles mènent on va dire, voilà, des animations réelles. Donc, vous voyez qu'ils ont mis en place les apéros chaleureux, donc, qui rappellent un peu les réunions tupperware de nos papas et nos mamans, et qui sont donc à l'échelle de différentes communes, soit dans une salle communale, soit dans un bar, soit chez quelqu'un. Voilà, l'idée, c'est de mobiliser les citoyens pour parler à la fois de la dimension, de ce que c'est que les énergies renouvelables citoyennes, comment on peut se mobiliser, comment donner sens à son argent, mais aussi de parler des projets, parce qu'ils interviennent aussi sur l'identification en amont des projets. Ils peuvent intervenir, comme c'est le cas à Lucinge, sur la vie du projet ensuite. À Lucinge, tous les dimanches matins, il y a un groupe de 6-7 citoyens. Il y en a un tous les dimanches matins qui va contrôler la qualité du bois, qui va mesurer l'humidité du bois, et puis se mobilise également pour gérer les cendres. Voilà, donc en ayant fait, il y a quelqu'un qui est sur place 2 fois par mois, puis les gens viennent avec leurs seaux récupérer les cendres, ils vont trouver un agriculteur qui les utilise, enfin voilà. Donc ça montre qu'il y a une appétence des gens à s'impliquer au-delà de l'argent. Alors, de l'argent, on en parle, comment ça se passe? Ça se nage, ça se nage, donc 1 million d'euros d'investissement. Il y a eu des subventions qui ont été apportées par le contrat territorial, donc ADEME Métro, plus la région, et tout ça, ça a fait 65%. Donc, je ne peux qu'inciter les collectivités qui sont là à mettre en place un contrat territorial, parce que c'est un outil vraiment d'une très, très grande efficacité. Et vraiment, j'applaudis à 2 mains et à 2 pieds l'ADEME d'avoir mis en place un tel outil, parce que comment ça se passe pour un porteur de projet comme Forestener? On a déjà un interlocuteur au sein de Grenoble-Alpes Métropole direct qu'on connaît. On dépose un dossier, on discute avec l'ADEME. On dépose le dossier, ils peuvent intervenir, donner un coup de main. Et entre 1 mois à 1 mois et demi plus tard, voilà, c'est passé en commission, c'est attribué, on a notre attributif de subvention. Et ça, quand on veut aller, c'est la ligne du milieu, chercher un emprunt bancaire, c'est ultra important, quoi, parce que tant qu'on n'a pas ça, c'est super compliqué d'avoir un emprunt bancaire. Et donc, la région Rhône-Alpes, elle accorde un complément à ça. Alors là, c'est un petit peu plus long puisqu'il y a des appels à projets. Et donc, ça, c'est vraiment un outil vraiment ultra important. Donc, comment ça se passe? Donc, là, il y a eu 65% de subvention parce que le contrat territorial, il permet de sommer les aides de l'ADEME, qui font à peu près 50%, à celle de la région. Et donc, comme on est une société privée, ça s'arrête à 65%. Les collectivités peuvent aller jusqu'à 80%. Donc, on amène de l'ordre de 15% de fonds propres. Les fonds propres, c'est vraiment de l'épargne citoyenne et qui peut être là, qui a été apportée par Énergie Citoyenne et Enercoop Rhône-Alpes. Et aussi éventuellement un peu énergie partagée. Et là, il y a une rémunération de 4% sur 19 ans. Ce 4%, c'est parce que les personnes qui apportent de l'épargne, ils n'attendent pas de faire fortune avec ça. Mais bon, et voilà, l'enjeu, c'est aussi de rémunérer un peu cette épargne, montrer que les énergies renouvelables, ce n'est pas qu'un truc de gogo qui perd de l'argent, qui ne marche pas. Non, les énergies renouvelables, ça fonctionne. C'est une vraie économie. Et toujours bon de rappeler qu'en Allemagne, c'est plus d'emplois que l'automobile. Voilà. Et en France, c'est très loin d'être négligeable aussi. Voilà. Donc, on a aussi à montrer que c'est un secteur économique important et on est dans une période où, je crois, il faut relancer l'économie. Donc, voilà, là, il y a donc des fonds propres qui sont apportés. Donc, on pourrait se dire ça fait pas mal d'argent tout ça, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que mobiliser 15-20%, même sur un projet à 1 million d'euros, c'est vraiment pas un problème. Je vous parlais de Lucinge. Lucinge, c'était également 1 million d'euros de subvention. 1 an et demi après, il y a eu 180 000 euros d'épargne collectée citoyenne, dont les 3/4 dans l'agglo de Annemasse. Ensuite, donc, suite au fonds propres, il y a un emprunt bancaire. Et là, c'était la caisse d'épargne sur la caisse d'épargne Rhône-Alpes, sur Lucinge, c'était la nef. Donc là, c'était 1,7% sur 15 ans. On n'a pas plus que 15 ans avec un décalage d'1 an parce que la première année, on construit.
Et puis, Nelly en a parlé, il faut aussi de la trésorerie parce que les subventions, elles n'arrivent pas au fur et à mesure des factures, hein, elles arrivent à plusieurs moments. Et puis pour l'ADEME, vous en avez même encore une partie un an après. Et donc là, c'est Énergie Partagée Investissement qui fait cette avance. Et sur Sassenage, ça a été 300 000 € sur 9 mois, également à 4%. Voilà de façon un peu rapide ce que je pouvais dire. Voilà, ce qu'on peut pour conclure, c'est voilà, retenez les gestionnaires de patrimoine qu'il est possible de faire, de ne pas faire tout seul. Il est possible de faire avec d'autres des compétences techniques, des compétences financières qui vont vous aider à monter des projets. Voilà, et le faire vivre avec vous. Et il est possible d'associer des citoyens. Et c'est particulièrement important sur de la chaleur renouvelable parce que autant du photovoltaïque ou de l'éolien, ça se voit physiquement, autant un réseau de chaleur, ça ne se voit pas. Et c'est aussi une façon pour un maître d'ouvrage d'un petit réseau de chaleur de le rendre visible. Et même si de la chaleur, un réseau de chaleur, ça fait souvent le lien entre la maison de retraite, l'école, donc des personnes jeunes, anciennes, et bien là, ça permet de le faire vivre concrètement. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai un peu passé vite les diapos à la fin. On est un petit peu en retard, donc on prendra les questions à la fin si ça ne vous dérange pas. Je vais tout de suite passer la parole à Frédéric Basoli. Donc Frédéric Basoli, vous accompagnez les porteurs de projets à la toute nouvelle agence locale de l'énergie et du climat du Rhône. Il y a eu une coquille de copier-coller tout à l'heure dans la diapo. Vous avez notamment travaillé sur les projets bois de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien et sur leur articulation dans un contrat de développement des ENR en partenariat avec l'ADEME. Ce premier contrat se termine et les objectifs fixés il y a 3 ans ont été atteints. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se sont organisés le territoire et ses acteurs pour faire émerger ces projets et les financer? Bonjour à tous. Merci Nelly pour l'introduction. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait, merci. Super. Alors oui, juste un petit mot. Donc, je travaille pour l'Agence locale de transition énergétique du Rhône, qui est donc une agence de l'énergie qui concerne le Rhône hors métropole de Lyon, hein, qui est un département et qui a sa propre agence. Et voilà, simplement pour dire que c'est une nouvelle agence qui a émané de l'association ESPUL auparavant, qui portait ses missions. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent l'association ESPUL, qui reste elle maintenant active au niveau national et plutôt sur les sujets photovoltaïques et réseaux. Voilà, et donc sur le sujet du COT de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, on avait été particulièrement actifs et impliqués. Alors Nelly, si vous pouvez passer les diapos. Et ça va pas être pratique parce que j'ai mis pas mal d'animations, donc voilà, sur la même diapo, souvent il faut cliquer plusieurs fois pour que ça déroule. Mais voilà, donc l'accord, donc mon intervention est principalement un témoignage de ce qui s'est passé sur ce territoire qui a porté l'un des premiers cotes de l'ADEME, vraiment signé en 2016. Donc c'est un territoire rural hein, qui est à peu près à 1 heure de Lyon. Qui fait beaucoup de choses, hein, ça c'est une de leurs diapos. Donc depuis le début, ils ont été très engagés, ils ont eu des démarches volontaires dans un premier temps, des PCET et ensuite, etc., TEPOS, et ensuite des démarches obligatoires. Donc c'est voilà, un des territoires qui est vraiment très actif et qui est un partenaire de longue date de l'association ESPUL et maintenant de la LTE. Voilà, vous pouvez passer. Et donc le contrat a été signé en 2016. Il a fait sortir 21 projets. 35 projets, pardon, de 21 mètres d'ouvrages différents, essentiellement bois énergie, solaire thermique et géothermie. Alors l'équipe, l'originalité du montage, c'est qu'il y avait un ETP qui était financé donc, par le contrat de développement territorial. Donc vous vous rappelez, l'ADEME finance des investissements des maîtres d'ouvrage du territoire, mais aussi de l'animation pour la communauté pour la collectivité afin qu'elle puisse mettre en place les moyens d'animation et d'accompagnement. Et là, ces moyens étaient répartis sur 3 personnes. Donc moi-même à 12% et demi et un autre collègue et le collègue Mathieu Maillard principalement. C'est dommage, ça aurait été bien que ce soit lui qui puisse vous présenter ça aujourd'hui puisqu'il était plus impliqué comme vous le voyez, mais il était en congé donc je le remplace. J'ai suivi ça moi d'un petit peu plus loin. Et ce qui était intéressant, c'est que en fait, nous, on était des salariés d'ESPUL ou de la LTE, hein, ça aurait été la même chose, et on a été en groupement d'employeurs avec le territoire. C'est-à-dire qu'on a été
transférés en partie au territoire. Mathieu travaillait donc à 75% pour l'accord et à plus qu'à 25% pour SPU et la LTE finalement. Et nous, c'était l'inverse au complément du pourcentage qui est affiché. Donc, on avait vraiment un partenariat main dans la main entre l'agence locale et le territoire. Donc ça, c'est un montage qui est original et qui est intéressant, qui a des avantages et inconvénients que je vais présenter. Donc juste pour dire qu'avant de rentrer dans le détail de celui-ci, le code n'oblige pas à faire ça. Le contrat d'objectif territorial donne simplement l'ADEME délègue des fonds au territoire qui ensuite peut faire tout en interne ou tout déléguer l'animation à son agence départementale. Ou alors là, on avait un format hybride finalement où les salariés étaient partagés entre les deux structures. L'avantage de ça, c'est qu'on avait donc une mutualisation de la ressource, des gens qui étaient à la fois dans le territoire, donc au courant des délibérations, des élus, de ce qui se passe, etc. Et à l'agence avec toute l'expertise et l'ancienneté de comment ça marche, des projets bois, solaire, géothermie, etc. Donc avec tout la connaissance des installateurs sur le territoire, des réseaux, etc., des autres subventions existantes par ailleurs, etc. Donc les compétences classiques d'une agence. Et donc ça, c'était assez efficace du coup pour avoir à la fois les compétences techniques, mais aussi administratives, puisque en tant que salarié de la collectivité, Mathieu était capable d'instruire les projets et de faire passer les délibes. Et donc, ça évitait d'avoir un fonctionnement en silo avec des compétences séparées de chaque côté. L'inconvénient, par contre, avant de mettre ça en place, si ça vous intéresse, vérifiez bien que vous avez les bonnes conditions pour pouvoir le faire. Il faut déjà un effort un peu d'adaptation et de souplesse de la part des deux structures et une relation de confiance. Et également une souplesse de la part des salariés qui doivent s'adapter à deux cadres différents. Le cadre d'une agence locale, qui est une association, la 1901 en général, n'est pas le même que celui de collectivité, donc c'est des cultures différentes. Et on a la chance que Mathieu était une personne flexible et intelligente qui a pu s'adapter facilement au double contexte. Et après, il y a les petites contraintes pratico-pratiques, mais qui peuvent gêner un peu des fois. Alors, qui c'est qui paye l'ordinateur, qui c'est qui laisse une place au bureau ou pas, quel est le temps de présence dans chaque structure, etc. Donc, il faut bien se mettre d'accord, il faut se faire confiance. Là, l'accord avait fait confiance à Mathieu et à Espul, et du coup, ça avait bien roulé. Il était en autonomie, il pouvait se déplacer sur le territoire comme il voulait, faire du télétravail parfois, ou en tout cas, ne pas être obligatoirement présent dans les bureaux de l'accord, mais pouvoir travailler en déplacement ou dans les bureaux d'Espul. Donc ça, c'était plutôt flexible et ça qui fait que ça a très bien tourné. Donc si je fais le bilan, donc les projets ont été sont sortis, là sont en train de sortir en 2020 et vont être encore suivis pendant 2 ans, sur le temps corps suite au financement ADEME. On a des porteurs de projets, des maîtres d'ouvrage, pardon, de types différents, publics et privés. Alors, un petit point là, c'est une diapo que Mathieu avait faite, qui parle d'un renouvellement de 60% des projets initiaux. Pourquoi? Parce que pour le code, il fallait faire une étude de préfiguration où on faisait un recensement des projets du territoire. Et ça, c'est vrai que ça peut être vu comme une contrainte parfois, et on a peur que les projets puissent tomber à l'eau entre le moment où on les recense et le moment où on vient vraiment à eux en leur disant qu'on a le financement. Sur le premier code, ça va être un peu long parce que ça se mettait en place. Sur une nouvelle version, ça sera beaucoup plus rapide. Et puis, en général, ce qui se passe tout simplement, c'est que s'il y a des projets qui tombent à l'eau, il y en a des nouveaux qui sortent. Et en fait, cette étude de préfiguration, il faut plutôt la voir comme un moyen de recenser le potentiel du territoire, plutôt qu'une liste précise de projets qu'on doit absolument faire sortir tel quel. Et donc, voilà, en général, il peut y avoir sur la durée de vie du contrat, qui est de 3 ans, renouvelable 3 ans d'ailleurs. Il peut y avoir une évolution des projets, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y a un certain volume qui sorte à la fin. Donc voilà, les actions pour un contrat dynamique, c'est le fait d'avoir une relation régulière avec les maîtres d'ouvrage. Donc ça, on le sait, en tant qu'agence, il faut être présent tout au long du projet. Et en général, une agence avec les moyens qu'elle a, elle n'a pas toujours les moyens de faire ça, de coller un peu au basket de chaque maître d'ouvrage. Or là, l'animation COT permet de le faire et c'est vraiment efficace. Et en plus, là, d'avoir un accompagnement à la fois technique et administratif, donc qui fait qu'on a une seule personne qui apporte les mêmes réponses. C'est pratique quand on se déplace, par exemple, pour voir le projet et qu'on rencontre un peu le gestionnaire du bâtiment, ses collègues, etc. On en profite pour délivrer toutes les informations et ça permet de gagner du temps.
Voilà, et par ailleurs, ça permet de renforcer les actions que réalise aussi une agence, mais parfois avec des moyens limités, qui sont plutôt d'émergence de projets, hein, donc de faire des réunions pour les pros, de faire des visites de sites, etc., de parler des aides qui existent. Donc là, on a pu mettre les moyens sur ces actions-là également, et ça a permis de renforcer le nombre de projets qui sont sortis. Donc ensuite, voilà, l'accord va postuler à la prochaine appel à projet, hein, nous, ce qu'on appelle Code 2.0, hein, que Nelly a commencé à présenter tout à l'heure. Et là, donc, il y a une invitation à se regrouper entre PCI pour pouvoir voilà, atteindre des objectifs plus élevés. Et également, ce nouveau code essaye de faire sortir un peu plus, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais des projets solaires thermiques qui sont plus difficiles à faire sortir. Et donc, voilà, il y a un objectif. Et du coup, pour l'atteindre, c'est mieux de se regrouper pour avoir des possibilités plus importantes. Sinon, dans le cas du code 1.0, on avait explosé les plafonds en bois énergie, mais on avait tout juste atteint les plafonds solaires thermiques qui étaient, eux, pourtant voilà, très modestes, assez modestes. Voilà pour le code de l'accord. Je ne détaille pas plus qu'on est un petit peu en retard, mais il ne faut pas hésiter à poser des questions par la suite. Et c'est très précis. J'attendrai le retour de Mathieu la semaine prochaine pour finir par email. Je fais encore des petits points sur les autres modalités de financement possibles. L'appel à projet Bois Énergie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Nelly en a parlé un petit peu, qui finance donc des petites et moyennes chaufferies pour tout type de maître d'ouvrage, hein, sauf les particuliers et l'État. Il s'appelle appel à projet, mais en réalité, les dossiers sont reçus au fil de l'eau. Hein. Il n'y a pas une échéance comme le fonds chaleur 2 fois par an. Il finance les coûts éligibles, hein, donc en général chaufferie et réseau, tout est compris, inférieur à 40% du coût du projet. Et donc voilà, l'avantage c'est que les règles sont relativement simples, hein, c'est un financement qui est proportionnel à la puissance et à la longueur de réseau, et le temps d'instruction du dossier est relativement court, à condition bien sûr d'avoir les données techniques et financières nécessaires, mais voilà, pour en avoir instruit quelques-uns, c'est plutôt rapide, donc c'est ça l'avantage, c'est la flexibilité. Donc j'ai remis le lien. Et en effet, Eddy l'a dit, je le redis, que c'est intéressant, ça c'est important, que ça peut être cumulé avec le code de l'ADEME dans une limite de 65% pour les porteurs de projets privés et 80% de subventions pour les publics. Il y a des commentaires, peut-être qu'on prendra les questions à la fin. Sur les certificats d'économie d'énergie, donc normalement, sur la chaleur, c'est pas trop un sujet, les C2E, parce qu'ils financent essentiellement les opérations d'économie d'énergie, donc plutôt l'isolation des parois des bâtiments et les actions d'efficacité dans l'industrie. Donc le principe, hein, vous les connaissez, ce sont des acteurs privés qu'on appelle les obligés qui doivent atteindre des quotas et qui vont donc financer les travaux voilà, auprès de maîtres d'ouvrage qui en réalisent. Chaque travaux ont des valeurs conventionnelles et donc se voient rétribuer des kilowattheures QMAC de manière conventionnelle. Ces kilowattheures QMAC pouvant être échangés sur le marché contre des primes énergie en euros. Mais depuis très récemment, il y a 2 fiches qui sont sorties qui financent les chaudières bois collectives, résidentielles et tertiaires. Alors, c'est pas une manne financière. Hein. Si on fait des simulations, on voit que pour une chaudière qui produirait 100 000 kWh, par exemple, donc une petite chaudière comme a pu en parler Eddy tout à l'heure, ça va financer à peu près 3 000 €. Hein, donc, ça dépend un peu des paramètres qu'on rentre, mais c'est pas aussi gros que les autres financements. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt un petit coup de pouce. Mais ça devient un peu plus intéressant si justement on souscrit à une offre coup de pouce qui également sont sorties récemment. Et quand on remplace donc des chaudières anciennes au gaz ou au fuel, ou même au charbon, eh bien les kilowattheures QMAX se voient bonifiés d'un facteur 3 ou 4. Donc là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. On peut arriver à dépasser la dizaine de milliers d'euros. Et donc, le petit rappel toujours important, les C2E ne sont jamais compatibles avec les financements ADEME. Voilà, et enfin, je mentionne une dernière aide à laquelle vous pouvez faire appel, que je maîtrise moins bien personnellement, pour être honnête, mais on va s'entretenir bientôt avec la Banque des Territoires justement pour mieux connaître ces offres. Et il y a ce dispositif Intracting qui est le deuxième paragraphe, il y a un webinaire juste cet après-midi pour que ça s'intéresse, vous pourrez envoyer l'info, ce sera plus détaillé. En tout cas, donc là j'ai parlé des aides pour les territoires.
C'est comme il y a majoritairement des acteurs publics autour de la table virtuelle, mais ils ont aussi des dispositifs pour les privés. Il y a un prêt donc, qui est le prêt généraliste GPI Ambre, hein, qui finance les travaux de rénovation des collectivités. Il peut financer le bois énergie, mais à condition qu'il soit intégré dans un projet de rénovation plus global, puisqu'il faut réaliser 30% d'économie d'énergie. Alors en énergie finale, hein, c'est pas précisé, mais voilà. Donc c'est pas énorme, hein, parce que quand on change une chaudière, on fait déjà facilement 15-20% d'économie. Donc après, bon, voilà. Même si on n'a pas les moyens de rénover, de faire une rénovation BBC, eh bien on peut quand même réussir à financer son projet bois énergie. Et donc là, on a des prêts qui se étalent sur une durée assez longue, 20 à 40 ans, avec des taux très faibles, voilà, de l'ordre du livret A, 0,75%. Si on ne rénove pas le bâti, il y a un autre dispositif qui est sorti récemment, qui s'appelle Intracting, dans lequel c'est également un prêt, mais le principe est de le rembourser avec les économies d'énergie qu'on réalisera. Et donc ce prêt concerne des travaux plutôt avec un temps de retour moins important, qui donc les travaux sur les systèmes, hein, principalement chauffage, ECS, ventilation, éclairage, etc. Donc là, c'est également des avances qui sont remboursables. Voilà, mais c'est limité à 50% du financement. Donc voilà pour tout ce qui est les dispositifs existants à votre portée. Et s'il y a donc des questions sur le COT, vraiment plutôt de l'ordre de comment nous on l'a vécu, comment s'organiser le territoire, n'hésitez pas à garder mon contact et à nous poser des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et je laisse la parole à l'interlocuteur suivant. Merci beaucoup, Frédéric. Je propose de prendre plutôt les questions à la fin, si ça ne vous dérange pas, pour laisser le temps aux deux intervenants suivants de parler. Jacques, si tu es là, Jacques Villevieille avec R43, vous proposez depuis plus de 10 ans une prestation intégrée de fourniture de chaleur en circuit court, Oui. en Haute-Loire, autour d'Issingeaux. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes aux manettes de 25 chaufferies bois avec R43. Donc, la coopérative a une grande expérience des différents montages financiers envisageables et reste à l'affût de nouvelles possibilités qui pourraient correspondre à vos projets. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça? Oui. Donc, je te laisse défiler. Oui. Donc, Si j'y arrive. Beaucoup plus rapide que mes prédécesseurs, mais ils ont tellement bien dit les choses que si je vais peut-être préciser une petite chose avant d'attaquer, ce qu'a dit Eddy, on est aujourd'hui une dizaine de structures au niveau national qui proposons du service de vente de chaleur clé en main. Et on a lancé une initiative l'an dernier de se regrouper autour d'un collectif qu'on appelait Chaleur Bois et Territoire. Donc évidemment, il y a Forestener, il y a une SIC qui s'appelle Bois Énergie du Lot, Bois Énergie des Territoires d'Auvergne, Sistera dans les Pyrénées, Énergie Citoyenne en Pas-de-Calais, Copeos en Belgique, et puis on ne désespère pas d'élargir à d'autres structures, entre autres Impulsaire dans la vallée de la Drôme, Bobocage Énergie aussi. Donc voilà, donc toutes ces structures proposent une philosophie identique, c'est-à-dire une prestation intégrée de fourniture de chaleur à très faible taux de CO2 fossile, comme c'est marqué, en circuit ultra court, et comme l'a dit Eddy, en circuit ultra optimisé. Donc pour optimiser toute la construction de chaîne de valeur, il faut partir de l'arbre avec la méthode d'exploitation du bois, la collecte, la transformation en combustible, le transfert jusqu'à la chaufferie, la bonne gestion de la chaufferie et la bonne livraison dans les bâtiments, et en impliquant le plus possible l'utilisateur pour continuer la logique d'ultra-optimisation. Voilà, donc on a un petit slogan de l'arbre au radiateur. Donc on s'adresse à qui? Ces projets de vente de chaleur, en fait, ça s'adresse à des bâtiments, et la question n'est pas tellement de savoir s'ils sont publics ou privés, la question est de savoir quel est leur besoin. Donc il faut un besoin thermique, la somme des besoins thermiques de ces bâtiments doit être au minimum de 100 MWh par an, si c'est un peu plus fort, c'est bien, sur une surface contiguë de 1 hectare, 10 000 m². Donc un exemple qui date de maintenant presque 10 ans, le réseau, on l'appelle Albert Camus parce que le point de départ, c'est l'école Albert Camus au Mazet-Saint-Vaux, où on a regroupé 4 bâtiments privés et 3 bâtiments publics.
Donc vous voyez la disposition. On a positionné la chaufferie à côté du consommateur principal qui était l'école, Albert Camus. Ensuite, on a le réseau qui part sur la droite de votre écran, qui suit la rue des Écoles. On a attrapé 2 privés. Ensuite, on remonte vers un bâtiment public, qui est la Maison des Jeunes, un autre bâtiment privé qui est un lieu de culte, et au final, une extension qui s'est faite plus récemment, il y a 3 ans, une salle polyvalente. Donc voilà, donc ça c'est un exemple, et comme tu l'as dit, David, il y a on a 25 chaufferies aujourd'hui qui tournent, qui sont exploitées pour à peu près 2500 MWh, non, plus 5000 MWh de chaleur fournie chaque année. Donc, R43, c'est quoi? Comme ça a été déjà dit, donc c'est une SIC. On allait peut-être un peu vite. Attends. Oui, ça te dit, voilà, le réseau de chaleur. Donc oui, ce qui est important dans nos histoires, donc une SIC est c'est un droit privé. Donc il y a un contrat qui lie un fournisseur de service avec un utilisateur de service. Mais la particularité quand même de notre métier, c'est qu'on est lié par un tuyau. Et la difficulté, quand même, ce serait de couper ce contrat, d'autant plus que les modèles économiques imposent une durée importante, 10, 12, 15 ans, 20 ans. Donc, le principe de la SIC, justement, c'est que l'utilisateur final, celui qui utilise la chaleur, peut rentrer dans la structure qui lui fournit le service, qu'il soit public ou privé. Et donc, c'est ce fameux statut SIC qui permet de faire ça, et qui garantit la qualité de la relation utilisateur-producteur. Donc R43 aujourd'hui, c'est quoi? C'est donc un collectif qui est composé maintenant de 5 salariés, 94 associés, et en parallèle, une filiale sous forme de scope qui est le bras armé, qui est elle aussi composée de 5 salariés. Donc toujours pareil, pour répéter ce que dit Eddy. Il y a 20 ans, on est parti sous forme d'une association de promotion des énergies renouvelables, et aujourd'hui, on a 10 équivalents temps plein qui travaillent tous les jours à développer le territoire et à créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Voilà, donc comment on s'est financé? Alors, comment c'est financé? Donc, les projets Boénergie, on les a constitués en plusieurs grappes. Alors, avant même la première grappe, on avait déjà on construisait des petites chaufferies et on les finançait, on montait dossier par dossier, et c'était quand même assez lourd. Le coût de montage du dossier était presque aussi important que, enfin, j'exagère, mais était important par rapport au reste des travaux. Donc c'est là où on s'était adressé à l'ADEME en disant il faudrait avoir une logique d'approche en grappe. Et c'est un petit peu cette approche-là qui a peut-être sollicité la réflexion sur les cotes. Et donc la première grappe de chaufferie qu'on a proposée à l'ADEME en 2012 concernait 12 chaufferies de 100 kW. Donc on a fait ce premier projet qui représentait 1 500 000 € d'investissement, a été financé par un assemblage complexe. C'est souvent la particularité de ces projets. Donc il y avait d'une part un côté emprunt, donc un compte courant d'associés, donc les 90 sociétaires de RE43 ont passé de l'argent dans des comptes courants d'associés, dont Énergie Partagée, auquel on a rajouté un emprunt bancaire, le crédit coopératif, une caution BPI, plus une subvention, je ne sais pas comment il faut dire, un groupement de subventions, ADEME, plus région, plus département, plus FEDER. Donc ça a été la première grappe. Ensuite, on a lancé une deuxième grappe, toujours avec le crédit coopératif, une autre logique de caution. Là, c'était la région et le département qui avaient subventionné. Je crois qu'il y a une petite erreur, il n'y a plus de certificat d'économie d'énergie, même si on aurait peut-être pu y avoir droit. Et là, on a déposé un troisième projet, donc dans le cadre du COP ADEME.
Et comme l'a dit Nelly, effectivement, on réfléchit sur d'autres opportunités, entre autres on voudrait voir comment consolider la logique des réseaux circuits courts à travers une monnaie locale complémentaire. Voilà les grandes lignes. Après, bon, j'ai pas Oui, de... merci beaucoup. Est-ce que tu voulais préciser des choses? Parce que j'ai coupé le... Mais tu peux Pas encore parler un forcément, petit peu si tu veux. Non, c'est bon? pas forcément, non, Ok. ça m'a fait penser. Alors, hop. Eh ben, on va passer la parole à notre dernier intervenant, puis on prendra toutes les questions à la fin. Alors, Benoît Fèvre du SDE 03, je te laisse allumer ton micro. Tu diriges le pôle énergie du syndicat des énergies de l'Allier. Le SDE a fait partie de ces syndicats qui se sont très tôt emparés de la question des énergies renouvelables, répondant aux difficultés des petites collectivités de mener ces projets seuls. Est-ce que tu peux nous expliquer, quand j'aurai mis la présentation, comment s'articule le partenariat, notamment financier, entre le syndicat et les communes? Oui, bonjour Nelly, merci. Donc en effet, le SDE s'est saisi de ces questions il y a un peu plus de 10 ans maintenant, à la création du pôle énergie pour compléter l'activité historique des syndicats d'énergie, qui est plutôt la partie réseau électrique. En ce qui concerne l'aspect bois énergie aujourd'hui, je vais laisser la parole à Arnaud Laboisse, qui est chargé de mission bois énergie chez nous. Puis je l'accompagnerai pour la réponse aux questions ensuite à la fin de la présentation. J'active mon micro. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est parfait, vas-y Arnaud, C'est merci. parfait, ouais. Bonjour à tous déjà. Donc, je ne vais pas revenir sur l'historique du SDE. Benoît en a fait une première approche. Donc, je vais plutôt parler en fait, de notre fonctionnement. On est un syndicat qui a pris les premières compétences sur les chaufferies bois en 2010. Donc, c'est quand même assez récent. Du coup, on est un territoire très, très rural. Donc, petite commune, petits besoins avec un parc de bâtiments assez vieillissant. Donc, on a quand même pas mal de MDE à faire en plus des rénovations de chaudières qui sont aussi assez vieillissantes. Donc, pas mal de petites communes avec des chaudières fuel ou gaz propane principalement. On travaille surtout pour ces communes-là parce que du coup, les 3 grandes villes présentes sur le département, Montluçon, Moulins et Vichy, ont leur service technique. Donc, eux gèrent de leur côté les énergies pour leur ville et pour les agglos. Donc, nous, on va surtout faire le travail pour les chaufferies bois pour toutes les petites communes rurales du département qui adhèrent chez nous. Donc, au niveau du SDE, donc voilà, sur le schéma, vous voyez, on est à 11 chaufferies en exploitation, donc exploitation mutuelle, commune et SDE. On a 2 réseaux de chaleur en service. Donc là, c'est en régie, comme on a vu ce matin. Donc, c'est les communes qui nous contactent pour qu'il y ait un premier état des lieux. Donc, je fais les notes d'opportunité. Ensuite, attendez, je reprends à côté. On peut passer à la suivante, voilà, c'est plus rapide. Donc, je fais une première visite avec le maire ou l'adjoint pour qu'on puisse faire un tour des bâtiments, pour qu'on puisse voir la chaufferie dans quel état elle est. Ensuite, je récupère les factures d'énergie sur 3-4 années pour pouvoir faire ma note d'opportunité. Si le projet est réalisable, aussi bien financièrement que techniquement, on fait délibérer par la commune le transfert de compétences. Donc là, comme on a vu ce matin, on devient maître d'ouvrage délégué par transfert de compétences, donc soit chaufferie bois, soit réseau de chaleur. S'il y a des privés auxquels il faudrait revendre de l'énergie. Donc voilà, j'ai mis à côté un petit diagramme pour montrer combien de temps prend les démarches. C'est assez long, hein. On voit que de la première visite jusqu'à la réalisation, on a déjà au minimum 1 an. Ensuite, du coup, choix de maîtrise d'œuvre. Donc là, on fait un marché pour
choisir un maître d'œuvre qui nous aidera sur la réalisation des études techniques plus poussées et qui peut aussi nous aider dans le choix des subventions, même si là, on sait faire et faire les demandes nous-mêmes. Ensuite, donc là, on fait les demandes de subventions juste avant de lancer les travaux, parce que certains subventionneurs exigent qu'il y ait un non-commencement des travaux. Après, donc, du coup, on lance le marché public pour le choix d'entreprise. Donc là, on choisit, on fait 50-50 en général au prix et propositions techniques. Ensuite, donc après, on lance les travaux, réunion de chantier. Donc là, on est présent sur tout le déroulement en fait en fait, on est là pour épauler les communes qui ont quasiment jamais les compétences sur les chaufferies bois. Donc, on est là sur toute la longueur des procédures pour les aider. Jusqu'à la réception, on fait l'année de parfait achèvement avec eux pour faire les petits réglages qui restent, notamment sur les petits problèmes de communication des équipements à distance. Et après, on fait une exploitation mutuelle, donc mairie et SDE, pour les familiariser avec pour l'apprentissage de leur nouvelle chaufferie bois qui n'est pas comme une chaufferie fioul ou gaz. Donc là, en général, on fait une convention sur une vingtaine d'années, 15-20 ans. Mais vu que je suis tout seul sur le département et qu'on a de plus en plus de projets, je les forme sur les premières années et après, elles commencent à se débrouiller un peu toutes seules. Et puis après, si jamais il y a un changement de municipalité, on est toujours là pour répondre à leurs questions ou pour les aider. Mais en général, du coup, c'est plutôt sur 2-3 ans et puis après, elles sont familiarisées avec leurs installations et elles gèrent eux-mêmes. Mais je gère toujours les contrats de fourniture et les contrats d'entretien. Parce que du coup, je mutualise au niveau du département et on peut avoir des prix un peu plus intéressants. Donc après, alors, les deux types de projets, donc chaufferie dédiée. Donc, comment c'est chaufferie dédiée? C'est que bâtiments communaux, on peut créer un réseau, mais il n'y a pas de revente de chaleur. Et réseau de chaleur, donc là, on fonctionne en régie. Donc régie, ça veut dire qu'il y a des tiers privés auxquels on revend la chaleur. Donc, j'ai essayé de faire court pour résumer. Ça fait un peu pavé, mais j'ai essayé de tout mettre sur le diapo. Donc, décision commune, délibération, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il faut absolument que les communes nous transfèrent leurs compétences, donc chaufferie bois ou réseau de chaleur. On valide un plan de financement dès le départ avec une cotisation prévisionnelle pour qu'elle puisse inscrire dans les budgets le remboursement à effectuer au SDE. Donc le SDE, maître d'ouvrage délégué, c'est nous qui portons l'investissement, on fait le portage de dette, on paye tous les études, les travaux, le contrôle technique et tout ce qui est afféré au chantier. Donc après, ça donne un coût global auquel on va soustraire les subventions prévisionnelles qu'on va établir dès le début. Et ce remboursement à la commune est étalé sur 10, 15 ou 20 ans. Donc ça, c'est le remboursement de l'investissement que la commune nous doit. Et après, en plus de ça, donc on payera toutes les factures de combustible et les entretiens et elle devra nous rembourser à chaque début d'année les frais que la chaufferie a engendrés sur l'année précédente. En général, on commence à N+1 après travaux, le temps qu'on puisse avoir les subventions justement sur le projet. Donc après, voilà, subvention disponible. On voit que sur chaufferie dédiée, on est en partenariat avec le conseil départemental qui nous reverse 30% justement du projet. On fonctionne aussi avec l'appel à projet de la région et puis le FEDER qui est aussi présent. Donc on peut atteindre au minimum 60% sur les projets, ce qui est déjà pas mal, et voire un peu plus. Et justement, avec le code auquel on va participer, ça nous aidera beaucoup dans les projets parce qu'on pourra aller atteindre, je pense, les 80% facilement sur les projets de chaufferie. Donc, c'est très, très intéressant. Et niveau réseau de chaleur, du coup, pareil. Donc, là, je ne veux pas redire tout parce que c'est à peu près la même chose, mais
fonctionne par marché, en fait, marché global, parce que du coup, pour tout ce qui est exploitation, on n'a pas l'équipe pour gérer l'exploitation des chaufferies, surtout que c'est un peu plus compliqué, c'est des grosses chaufferies avec les réseaux. Donc, par exemple, pour faire un comparatif, sur le dernier réseau qu'on a lancé à QC, on a lancé un MPGP, donc marché public global de performance. Donc ça, c'était évoqué un peu tout à l'heure aussi, les différents intervenants, pour pouvoir fixer le taux de NR et pour pouvoir faire bénéficier une TVA réduite aux abonnés, ce qui fait qu'ils payent un peu moins cher leur facture d'énergie. Donc là, pareil, on a fait l'investissement et après, l'entreprise qui est retenue, elle gère un contrat, donc conception, réalisation, exploitation, maintenance, c'est le nouveau CREM, auquel ils vont nous facturer l'énergie en P1, enfin R1, P2, P3, l'entretien, gros renouvellement. Et nous, on refacture, donc on essaie d'être au plus juste. Après, on a toujours nos frais à refacturer, le portage de dette et tout ce qui s'ensuit, mais on essaie de refaire au plus juste pour tous les abonnés. Et tout ça, c'est défini dans les polices d'abonnement et règlements de service. Et du coup, l'investissement, c'est sur le thème R24, auquel on ajoute un R24 sub. C'est un terme négatif qui va se soustraire au R24, qui fait que ça va diminuer après le terme R2, suivant le montant des subventions qu'on aura obtenu. Donc ça, c'est un peu prévisionnel, mais bon, comme expliqué, on aura donc du coup le fonds chaleur de l'ADEME, des C2E et prochainement aussi le COT là, qui va pouvoir se greffer sur les projets réseau de chaleur. Donc on n'a pas beaucoup de réseaux de chaleur, hein, comme j'expliquais un peu au-dessus. Du coup, on a un territoire assez rural, donc on peut participer à certains réseaux de chaleur. On a été consulté par Vichy là, parce qu'ils avaient pour projet de faire un grand réseau de chaleur. Du coup, on a déjà le réseau de chaleur QC, mais ils voulaient faire un réseau de chaleur plus global sur la Vichy et l'Aglo, auquel on se couplerait avec notre réseau de chaleur. Et ça, pour l'instant, avec le Covid, ça a perdu un peu de son entrain et pour l'instant, c'est en suspension. Donc là, j'ai mis un petit je reviens sur le PowerPoint, un petit exemple de chaufferie granulée communale, donc à Saint-Léon. Donc la commune nous a contactés, donc elle avait des chaudières AG. Donc là, c'était fuel, 4 chaudières fuel avec leur cuve et bâtiments assez regroupés. Donc là, j'ai été faire une opportunité pour voir la faisabilité du projet. Et c'était très pertinent parce que tous les bâtiments sont à côté. Donc là, on a mis en place une chaudière de 90 kg avec un silo maçonné. Donc c'est en cave d'école. Cave d'école. Donc il y avait une grosse place disponible. Donc ça tombait bien. Pas besoin de faire du génie civil. Par contre, pour la plaquette, c'était assez compliqué. Donc on a choisi granulé. Sachant qu'on a une entreprise qui fabrique du granulé sur le département avec la récupération de bois local. Donc, autant les faire marcher aussi. Donc, coût de fonctionnement, je ne sais pas si j'ai tout dit sur celle d'avant. Donc, voilà, à peu près là, c'est un peu... Oui, excuse-moi, je passe un peu vite parce qu'on approche de midi. Ouais. Je voulais prendre des questions. Je suis désolé. Oui, pas de souci. Après, c'est des chiffres techniques. Après, c'est pour voir que le projet sera compatible avec le code aussi. Donc, on pourra faire baisser les frais d'investissement. Là, on voit que la com, c'est assez mal. On ne voit pas très bien. Je vais reprendre la mienne et je vais le dire à l'oral. Donc, le projet, ça fait faire une économie annuelle à la commune de 3 650 €. Et en fait, pour rappeler le montant des cotisations qu'ils nous doivent, c'est 3 100. Donc, ils sont pas en bénéfice, mais c'est une opération neutre pour les communes. Ce qui fait que c'est encore plus intéressant pour les communes si le code se greffe à tout ça, parce que du coup, ça augmentera les subventions et ça fera baisser le montant des cotisations. Donc ça peut être que bénéfique. Pardon. Donc voilà, j'ai mis des petits contacts si vous avez des questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, encore désolé pour non, c'est pas le. grave. Merci beaucoup. Est-ce que on prend 5-10 minutes de questions, sauf si vous avez très faim. Je vous laisse les taper. Je reprends celles qu'on a passées tout à l'heure. Donc Marie-Noëlle Roux-Lefebvre du Conseil régional précisait bien que l'appel à projet de la région était destiné à
tous les porteurs de projets, sauf l'État, les particuliers et les conseils départementaux. Julien Aliro de l'AGDN demandait s'il était possible d'envisager un seul COT, alors qu'on appelle maintenant contrat de développement des ENR, CDT, sur 2 territoires limitrophes, avec l'un d'eux en zone périurbaine et l'autre en zone rurale, pour faciliter l'atteinte des objectifs. Oui, tout à fait, c'est l'idée. On peut complètement envisager des regroupements de collectivités dans les contrats territoriaux. On en a déjà, hein, les contrats territoriaux, donc on les expérimente depuis 3 ans. Donc on a par exemple Saint-Étienne Métropole qui est associé avec le parc du Pilat. Donc ça fonctionne. Par contre, il faut que ces 2 collectivités trouvent un moyen de s'associer, puisqu'il y a quand même une gestion déléguée des fonds de l'ADEME. Donc administrativement, ça se réfléchit, mais c'est possible et on cherche à favoriser ces regroupements. Et il y a d'autres types de regroupements, alors qui sont un peu spécifiques. Mais donc là, le cas du SDE 03 nous le montre. Alors eux, ils sont titulaires d'un contrat de développement un peu particulier qui a une option maîtrise de l'énergie, mais c'est bien le syndicat des énergies de l'Allier qui porte le contrat. Alors ce contrat-là, je le répète, est spécifique, il ne s'adresse qu'aux porteurs de projets publics. Voilà, mais on peut imaginer un peu tous les regroupements, il suffit de venir en discuter avec l'ADEME. Voilà, est-ce que il vous reste des questions? Je vois pas de main qui se lève. Bon, et écoutez, je vais remercier tout le monde. Je remercie à tous les 4 pour vos présentations, pour la préparation que vous avez bien voulu, le temps que vous avez bien voulu y passer. Merci à tous pour votre attention. On espère que les interventions de la matinée ont pu vous apporter des éléments intéressants pour faire avancer vos réflexions. On est à votre disposition par mail si vous avez des questions. On vous rappelle que ces ateliers sont enregistrés et donc ils seront disponibles pour rediffusion. Donc voilà, n'hésitez pas à les proposer à des communes que vous pourriez accompagner, à des collègues, à des élus. L'idée, c'est de pouvoir faire vivre ce webinaire finalement dans les mois qui viennent, au fur et à mesure des mises en place des nouveaux exécutifs. Voilà, et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et rendez-vous jeudi matin pour la suite du webinaire.